Bonjour à tous. Donc, alors, je vais vous donner quelques règles de fonctionnement pour ces jeudis donc au Occitanie, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude du fonctionnement en Zoom et en mode webinar. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Éric Bouvin, je suis directeur du réseau Onco Occitanie. On a le plaisir de vous accueillir pour cette 4e session donc, dont le thème est cancer et dénutrition. Le temps, on va essayer on va réussir à finir à 14 heures, hein, donc on a 1 heure. Vous avez vos caméras et micros qui sont désactivés, donc vous ne pourrez pas parler directement. Par contre, vous avez un module, le module de discussion est désactivé lui aussi. Par contre, vous avez un module qui s'appelle Q et R en bas, ça veut dire questions et réponses. Et dans ce module, vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire au fur et à mesure que ces questions vous viennent. Comme ça, les modérateurs pourront prendre la main sur vos questions et les poser dès que l'intervention de l'intervenant sera terminée. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Que les modérateurs vont pouvoir aussi intervenir. Vous les verrez, hein, le but, c'est que vous voyez tout le monde pour essayer de dynamiser un peu cette réunion, parce qu'une réunion en webinar, c'est toujours un peu compliqué. Mais alors là, je regarde, vous êtes déjà près de 60. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Je pense avoir dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. Donc, du coup, je vais passer la parole à nos deux co-modératrices, qui sont Bérénice Clavier de l'Institut du cancer de Montpellier, et qui est diététicienne là-bas, et Nathalie Cohn-Hilary de l'Oncopole, qui est oncologue médicale et responsable du département des soins de support. Et donc, je vais vous laisser à vous la parole à partir de maintenant pour animer cette réunion, tenir les temps de parole des intervenants qui ont beaucoup de choses à dire, identifier les bonnes questions parmi les centaines qui vont être posées, ou si tout le monde dort et que personne ne pose des questions, poser des questions à la place du public. Et voilà, donc je vous laisse la parole à vous. Merci beaucoup, merci Eric pour cette introduction, merci à Onco Occitanie pour l'organisation de ces jeudis. Pas des 15 à 17, là, ce sont des 13 à 14. Et merci de nous avoir invités, je parle au nom également de Bérénice, à modérer cette session sur cancer et dénutrition. Alors, je vais peut-être présenter en premier l'intervenante qui est le docteur Nafissa Sadoun, parce que c'est celle que je fréquente presque au quotidien. Elle est médecin nutritionniste à l'Institut du cancer de Toulouse-Oncopole, et elle va nous traiter de la dénutrition, de la sarcopénie et de la cachexie en oncologie. Je laisse la parole à Bérénice pour présenter le deuxième intervenant. Bonjour à tous, donc Bérénice, je suis diététicienne. Merci de cette invitation. Et donc moi, je vais vous présenter donc, le docteur Senès, qui est gastro-entérologue, médecin nutritionniste sur l'ICM et chef du département des soins de support à l'ICM de Montpellier. Voilà, il va vous présenter dans un second temps une présentation sur le thème du surpoids et de l'obésité, avec comme fil conducteur le surpoids et l'obésité. Est-ce un bon indicateur de bon ou de mauvais pronostic? Voilà, donc je vais laisser les intervenants commencer leur présentation pour ne pas perdre de temps, et n'hésitez pas à poser plein de questions pour qu'on puisse échanger autour de ces deux thèmes. Bon webinaire à tous. Nafissa, c'est à vous. Très bien, alors je lance ça. Oui, on la voit, la présentation. C'est bon? Je suis en plein écran? Non. Non. Bon. Excusez-moi. Ah, je pense que c'est bon là. Voilà, c'est bon. Ok, très bien. Alors, bonjour à tous. Pour commencer, je remercie Onco Occitanie de me laisser l'occasion d'intervenir aujourd'hui sur cette thématique du cancer et de la dénutrition. Alors,
En effet, je vais vous parler de 3 complications nutritionnelles très fréquentes en oncologie, mais pas uniquement, mais particulièrement en oncologie, qui ont leurs propres caractéristiques, mais qui sont également, en partie en tout cas, chevauchantes. Elles résultent très souvent en fait de la tumeur, des traitements spécifiques et des complications liées à ces traitements spécifiques, comme par exemple les infections, et très régulièrement, on a une baisse des apports alimentaires, on a une modification du métabolisme, une baisse d'activité qui aboutit à ces 3 complications. Alors, jusqu'à très peu de temps, on n'avait pas réellement de consensus international justement pour poser le diagnostic de la dénutrition. Et c'est pour cela qu'en fait, le GLIM, en fait, qui est le Global Leadership Initiative of Malnutrition, a commencé à travailler vers 2016, en fait, pendant un peu plus de 3 ans, pour justement aboutir à des consensus internationaux pour comment on fait pour poser le diagnostic de la dénutrition. Donc, ça aboutit à ces recommandations en 2019. Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent en fait? Voilà ce qu'ils nous proposent. Un diagnostic un peu en 2 étapes, si on peut dire ça comme ça. Une première étape qui consistera à un screening, un dépistage en utilisant des outils déjà validés. Alors ça, il n'y avait pas vraiment de nouveauté. Mais par contre, le fait nouveau, c'est que voilà, pour poser le diagnostic va reposer sur l'association d'un critère phénotypique et d'un critère étiologique, en fait. Et en 3e étape, on peut dire ça comme ça, 3e étape, ce sera, une fois que le diagnostic est posé, de caractériser la sévérité de la dénutrition. Alors, je reviens rapidement sur critères phénotypiques et étiologiques, qui est quand même, en 2019, qui était la grande nouveauté, en fait. Dans le phénotypique, qu'est-ce qu'on entend? Soit une perte de poids, soit des seuils d'IMC, soit, et ça c'est aussi le fait nouveau, donc c'est une réduction de la masse musculaire. Dans les critères étiologiques sont retenus une diminution des apports alimentaires ou un défaut d'absorption, une maldigestion, malabsorption, ou alors une situation inflammatoire, sans réellement plus de précision en fait. Donc pour poser le diagnostic, il faut un des 2, enfin un seul parmi les critères typiques et un seul parmi les critères étiologiques. Alors voilà, ça c'est dans le GLIM, donc c'était les seuils qui étaient mis en place. Alors je ne vais pas forcément tous les détailler, je détaillerai ceux plutôt de la HAS parce qu'on a des seuils qui sont un peu différents. Et donc justement, sur la même année, la HAS, la Haute Autorité de Santé en association avec la Fédération Française de Nutrition, ont mis en place des recommandations de bonnes pratiques justement pour poser le diagnostic de la dénutrition. Alors chez l'enfant, mais moi je parlerai là que chez l'adulte de 18 à 70 ans en situation clinique. Donc on reprend le même grand principe. Pour poser le diagnostic, il faut associer un critère phénotypique et un critère étiologique. Donc, parmi les critères phénotypiques, c'est cette cinétique de perte de poids, plus de 5% en un mois, ou 10% en 6 mois, ou alors plus de 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Pourquoi ça? Parce que parfois, on découvre le cancer, en début de maladie, on a très rapidement une perte de poids, puis un poids qui se stabilise, et finalement, on a du mal à remonter avant les 6 mois. Donc, c'est important, ça aussi, ce plus de 10% par rapport au début de la maladie. Un IMC inférieur à 18,5. Alors, j'utilise moi pas forcément ce seuil, mais en tout cas la notion d'IMC, et une réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire. Alors là, ça peut être intéressant dans certaines situations où le poids n'est pas forcément fiable. Alors pour un patient qui a un syndrome œdémateux important, qui a de l'acide, voilà, la masse musculaire ou la fonction musculaire pourrait trouver son indication. Les critères étiologiques, donc les voici. Réduction de la prise alimentaire de plus de 50% pendant plus d'une semaine, ou n'importe quelle réduction qui dure depuis plus de 2 semaines, soit par rapport à la consommation alimentaire habituelle ou par rapport aux besoins protéiques ou énergétiques estimés. Une situation de malabsorption, maldigestion, quelle que soit la cause, réduction, un syndrome de grêle court, malabsorption sur un grêle radique, il y a plein d'autres causes. Ou alors une situation d'agression, qu'elle soit une pathologie aiguë ou une pathologie chronique évolutive ou une pathologie maligne évolutive. Donc en pratique, en oncologie, le critère étiologique, il est presque plus à chercher, il est d'emblée rempli en fait.
Ce qui ne veut pas dire que très souvent, ces critères s'additionnent. On a souvent en oncologie, en plus, on peut avoir une malabsorption, plus une réduction des prises alimentaires. En tout cas, on peut se permettre d'éviter de chercher ce critère et dans ce cas-là, de chercher à valider un critère phénotypique pour poser ce diagnostic en tout cas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour poser ce diagnostic aussi, on n'a plus de critères biologiques. Avant, l'albumine, vous voyez bien, n'intervient pas dans le critère diagnostic, pour poser le diagnostic, mais l'albumine va intervenir en seconde intention pour qualifier la sévérité de la dénutrition. Voilà. Tout récemment, puisque ça date de novembre 2021, donc du début de ce mois-ci, la HAS a également publié des recommandations justement de bonnes pratiques pour faire le diagnostic de la dénutrition, cette fois chez la personne de plus de 70 ans. Ça permettait de compléter ce travail donc, qui était chez l'adulte jeune et chez l'enfant qui datait de 2019 et surtout de mettre à jour ces recommandations du sujet âgé qui commençaient à dater puisqu'elles dataient de 2007. Alors, pour cela, je ne vais pas reprendre les critères étiologiques parce que ce sont les mêmes que chez l'adulte jeune, mais il faut un critère phénotypique. Parmi ceux-là, on a toujours la cinétique de perte de poids avec des mêmes seuils, 5% en un mois, 10% en 6 mois. On a un IMC, par contre, qui a été rehaussé qui est à 22 pour se mettre à jour avec des recommandations européennes. Et là aussi, c'est nouveau. On parle de sarcopénie confirmée. Alors que chez l'adulte jeune, on parle soit de masse ou fonction musculaire. Là, il faut une sarcopénie. Donc, c'est-à-dire, normalement, c'est l'association et d'une baisse de la force et de la masse musculaire, en fait. Parce que c'est le sujet âgé, on peut avoir une diminution de la force qui peut être liée, par exemple, j'ai n'importe quoi, à de l'arthrose ou autre. Et donc, c'est pour ça qu'on va associer et force et masse musculaire, en fait, pour poser en tout cas le diagnostic de la dénutrition. Quelques chiffres rapidement en termes de prévalence pour montrer que c'est quelque chose de très fréquent, comme le montrait cette étude Nutri-Cancer, où voilà, on a toute pathologie confondue, on est à près de 40% en fait. Avec des chiffres qui avoisinent, qui dépassent même les 50%, en particulier en digestif, avec le pancréas 54%, on est aussi à plus de 50% dans tout ce qui est pathologie oncologique dans le tractus digestif haut. Les chiffres sont également plus élevés chez le sujet âgé, ce qui ne veut pas dire que voilà, on doit être moins vigilant en population pédiatrique ou chez des sujets plus jeunes en fait. Voilà. La deuxième grande complication nutritionnelle, c'est la sarcopénie, en fait, qui est définie comme un trouble musculaire squelettique progressif, généralisé, qui est associé à une probabilité accrue de complications indésirables, comme les chutes, fractures, incapacité physique ou encore mortalité. Ce concept, il était initialement décrit en population gériatrique, puis étendu en deuxième intention dans de nombreuses pathologies, comme l'oncologie. Et alors, on parle de sarcopénie primaire quand on est chez le patient gériatrique, puis de sarcopénie secondaire dans les autres pathologies. Quelques méthodes validées, en tout cas pour mesurer que ce soit force ou masse musculaire. Donc, on peut utiliser le dynamomètre pour la force de préhension, avec des seuils que vous voyez là, sont différents chez l'homme et la femme. Donc, l'avantage, c'est que c'est un appareil qui est moyennement, voire peu coûteux, qui est utilisable aussi bien en médecine de ville qu'en hospitalière, transportable aussi d'un bureau à l'autre ou d'un service à l'autre. Enfin, voilà, peut trouver toute son indication. La vitesse de marche, pas forcément faisable en consultation, peut-être plus facile en hospitalisation. La masse musculaire impédiculaire via la DEXA, alors ça, c'est plutôt fiable, mais bon, l'appareil n'est pas forcément... tous les établissements ne sont pas forcément et peu même équipés de ce type d'appareil. La masse musculaire ou non grasse via l'impédance-métrie, donc ce sont des balances qui utilisent un courant électrique. Et enfin, la surface musculaire sur coupe scanographique qui passe par L3. Donc ça, c'est un moyen qui n'est pas du tout généralisé, mais qui peut trouver tout son intérêt, en fait, particulièrement en oncologie, dans la mesure où voilà, les patients bénéficient tout au long de leur parcours de soins de manière très régulière de scanner.
Et c'est vrai que de pouvoir disposer de ce paramètre sur ces scanners, ce serait vraiment intéressant en fait. Jusqu'à présent, c'est très souvent réalisé de manière manuelle par le radiologue, ce qui nécessite quand même un temps de travail, d'analyse supplémentaire, de l'ordre, enfin, tout dépend, mais de l'ordre de bonne 10 à 15 minutes. Et l'idéal, ce serait d'avoir ce logiciel, quelque chose d'automatisé qui nous permette de donner cette surface musculaire de manière automatique et voilà, ce serait utilisable donc chez la plupart des patients via leur scanner en fait. Voilà comment ça pourrait se représenter. Donc là, vous voyez 3 coupes scanographiques chez des patients qui ont, en l'occurrence là, tous la même surface musculaire. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont tous des IMC différents. En passant du simple, pour ce patient-là avec un IMC à 15, donc en stade de maigreur, au triple en fait, avec ce patient où on a une obésité morbide en fait. Donc à surface musculaire identique, on se retrouve avec des IMC totalement différents. À l'inverse, vous voyez bien que là, on a 3 coupes de scanners de patients qui ont là tous le même IMC. Mais par contre, pour les surfaces musculaires, on passe presque du simple au double. Alors après, à voir qui est le patient le plus à risque ou pas, mais ça, je pense que M. Sénès l'abordera en détail dans sa présentation. Très rapidement, là aussi, sur donc ça date des recommandations de 2021 là, pour le sujet âgé. Comment mesurer chez le sujet âgé la sarcopénie? Voilà ce qui est proposé de faire. Donc, pour réduction de la masse musculaire, on peut faire ça rapidement avec le test du lever de chaise ou alors le dynamomètre. Et pour la masse musculaire, on nous propose la masse appendiculaire musculaire, mais celle de l'ADXA, ou alors la masse musculaire, l'index de masse musculaire appendiculaire également, en fait. Il faut l'association des deux. Alors, est-ce que c'est facilement réalisable en pratique? Pas forcément, en fait. Troisième complication, la cachexie. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on est dans un processus qui est dynamique, en fait, en évoluant du stade de pré-cachexie, progressivement en passant par la cachexie et enfin la cachexie réfractaire. Dans ce stade de pré-cachexie, on a un syndrome anorexique qui s'installe, des modifications métaboliques avec une perte de poids qui reste relativement réduite, moins de 5%. Là, on sait que quand on a une intervention nutritionnelle, rapidement, on peut casser le cercle, enfin, on peut casser l'évolution, en fait. L'action permet de rendre réversible le processus. Par contre, ce qu'on voit, ce qu'on sait, c'est qu'au fur et à mesure où on avance dans le processus, et jusqu'à aboutir au processus de cachexie réfractaire, on arrive à un stade qui devient là, cette fois irréversible, où en fait, l'intervention nutritionnelle n'aura plus d'impact, peu d'effet. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, ce qui veut dire qu'au plus on intervient précocement, au mieux c'est et au plus on aura d'impact en fait d'effet. La cachexie, elle est conditionnée par l'inflammation en fait. La tumeur va agir directement via le système nerveux central en provoquant un syndrome anorexique. Mais elle va agir aussi via des cytokines pro-inflammatoires sur différents organes, que ce soit le muscle, le foie, le tissu adipeux, pour entraîner une balance de la synthèse protéique qui est déficitaire, qui va entraîner aussi une protéolyse. En fait, au niveau du foie, on va avoir des modifications avec en particulier une mauvaise élimination, filtration hépatique, ce qui peut aboutir à la toxicité justement de certaines thérapies. Et au niveau du tissu adipeux, on va avoir une véritable, on va avoir une accélération de la lipolyse, pardon. Pourquoi la dépister et surtout après on verra la prendre en charge, c'est qu'en fait on a des complications qui en résultent en fait, en particulier l'augmentation du risque de toxicité des traitements spécifiques, que ce soit chimio ou radiothérapie, augmentation du risque de complications post-opératoires avec des fois en particulier des retards de cicatrisation, un facteur de risque aussi de l'augmentation du risque d'infection nosocomiale, une diminution de l'efficacité des traitements dans la mesure où parfois on est aussi, les oncologues doivent avoir des réductions, des concessions de doses
du fait d'un état nutritionnel altéré, on s'en retrouve avec une moindre efficacité du traitement, un impact sur la qualité de vie après traitement, un impact sur la survie. Tout ça va concourir à augmenter des durées d'hospitalisation et augmenter des coûts de soins. Donc, en pratique, c'est une véritable perte de chance. Et en oncologie, donc le pronostic est conditionné aussi bien par le pronostic tumoral que nutritionnel. Voilà. Heureusement, pour tout ça, on a des moyens d'agir. Et en 2012, la SFNEP, donc, qui était la Société francophone de nutrition à l'époque, et le réseau NACRE ont mis en place des recommandations de bonnes pratiques. Enfin, des recommandations pour proposer des plans personnalisés de soins pour intégrer des recommandations du soin nutritionnel, recommandations auxquelles avait participé M. Pierre Sénès d'ailleurs. L'objectif en fait de cette recommandation, c'était de finalement intégrer le soin nutritionnel dans la prise en charge oncologique globale, premièrement, et aussi en deuxième intention, détailler en fait ce soin nutritionnel dans diverses situations, que ce soit en situation curative, palliative, voire palliative avancée, et dans toutes ces situations que je ne vais pas détailler en fait, mais aussi bien en contexte opératoire, en situation particulière si le sujet âgé, ou alors en hématologie en fait. Concernant la prise en charge nutritionnelle à proprement parler, voilà, en fonction du contexte, que ce soit oncologique ou périopératoire, on va avoir des besoins en apport qui soient de l'ordre de 25 à 35, en fonction des situations, kilocales par kilo, avec des apports protéiques dont l'objectif c'est d'avoir une balance azotée positive qui vont osciller entre 1,2 g par kilo jour à 1,5 g par kilo jour. Ensuite, on a un arbre décisionnel qui va nous permettre de prendre en charge à proprement parler. Donc, l'important, c'est qu'il nous faut du dépistage systématique et précoce, avec des conseils diététiques personnalisés aux patients, intervention par une complémentation nutritionnelle orale lorsque nécessaire, et si besoin, mise en place de nutrition artificielle, à distinguer en fonction de la fonctionnalité du tube digestif. En fait, s'il est fonctionnel, à privilégier la nutrition entérale. On discutera de la voie d'abord en fonction de la durée qui est envisagée, en fonction d'autres paramètres plus spécifiques au patient s'il a été opéré ou autre. Et ensuite, si celle-ci est contre-indiquée, en l'occurrence, si le tube digestif n'est pas fonctionnel, dans ce cas, mise en place de nutrition parentérale. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un tube digestif fonctionnel, on privilégie, on propose de manière systématique la nutrition entérale, en fait. Voilà. Très rapidement, un des volets complémentaires à la prise en charge purement nutritionnelle, c'est l'activité physique, en fait. L'activité physique en particulier adaptée, elle va permettre de mettre en mouvement le patient, mais en prenant en compte toutes ses spécificités, qu'elles soient physiques, psychosociales ou physiques ou psychosociales en tout cas. On sait que c'est prouvé que ça va permettre une amélioration symptomatique, en particulier agir sur la fatigue. Une des principales causes de la fatigue, d'ailleurs pour laquelle il n'y a aucun traitement, c'est le déconditionnement physique. Et là, l'activité physique va s'avérer être efficace. L'autre point important, c'est qu'elle va permettre une modification de la composition corporelle avec une augmentation, voire ou alors au moins un maintien de la masse musculaire. Et on en a parlé tout à l'heure, la sarcopénie, la raréfaction musculaire est à craindre en fait. Elle permet aussi d'ailleurs un maintien de la masse osseuse en fait. Alors, je ne vais pas le détailler, je pense qu'on est un peu limite en termes de temps, mais vous trouverez très bien sur le référentiel de l'AFSOS détaillé comment le prescrire, sur quelle forme, et ce petit schéma pour voir les indications qui font qu'on doit orienter vers une prise en charge plus spécialisée d'APA, vers comme le pôle sport et cancer, ou alors des unités d'oncoréhabilitation. Voilà, pour conclure, donc, en oncologie, le pronostic tumoral est fortement conditionné aussi par le pronostic nutritionnel, d'où l'intérêt de dépister de manière très précocement la dénutrition et la sarcopénie. On peut implémenter maintenant des mesures de la composition corporelle. L'intervention doit être précoce dans le parcours de soins avec des réévaluations aussi régulièrement tout au long de ce parcours. Je rappellerai juste la complémentarité du volet nutritionnel. Enfin, je suis nutritionniste, donc j'interviens comme ça, mais l'activité physique prend tout son sens aussi
pour la prise en charge nutritionnelle, mais également les autres acteurs des soins de support, que ce soit la douleur, le psychosocial ou autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nafissa, et merci d'avoir tenu les délais. Il y a 3 questions. Peut-être, Bérénice, je vous laisse les lire. Alors, on a eu une question de Jean-François Garrido, mais je pense qu'il a eu sa réponse puisqu'il y a eu un tableau récapitulatif des différentes méthodes pour évaluer la masse musculaire et surtout sa perte. Donc, voilà, qui me disent s'il n'a pas eu sa réponse, mais je pense que tout a bien été expliqué. Ensuite, on a eu une question de Céline Biron, qui est diététicienne et qui posait une question, qu'en est-il des études de jeunes autour des séances de chimio afin de limiter les effets secondaires des traitements et ainsi limiter l'anorexie. Une réponse a été donnée par le docteur Sénès avec un lien basculant sur le réseau NACRE. Et voilà, toutes les recommandations de 2017 sur le jeûne et les régimes restrictifs. En tant que, juste pour préciser, voilà, dans l'état actuel, voilà, rien n'est prouvé qu'il pourrait avoir un impact positif. On ne recommande pas, en fait, que ce soit le jeûne ou alors des régimes restrictifs de type cétogène. On ne le recommande pas dans l'état actuel des connaissances, en fait. Mais en effet, c'est très bien détaillé sur le réseau NACRE. Toutes les études et autres. Si vous voulez le lien après, sur Internet, ça se trouve facilement, le document. Il y a des documents pour les patients aussi à distribuer pour le tout public et pour les professionnels. On a monsieur Rodolphe Lopez qui demande en pratique, que fait-on pour ces patients dénutris ou cachectiques en ville, pas toujours en HAD? Quelles sont les différentes formes et stades de prise en charge? Quid du lien ville-hôpital dans cette prise en charge? Oui, alors en ville, on peut déjà commencer par… alors, tout dépend aussi de la situation, à quel stade de dénutrition on est ou des mesures qui ont été déjà mises en place, mais on peut déjà toujours commencer par mettre en place une alimentation enrichie, des compléments nutritionnels oraux, réévaluer. Et si jamais ça s'avère être insuffisant, orienter pour mettre en place des nutritions artificielles lorsque c'est nécessaire, en ayant testé le premier palier avant, en fait. Après… Pardon. Non, allez-y. Moi, je dis peut-être qu'on peut effectivement parler aussi un peu du réseau Oncodiète, qui peut être une aide pour les patients quand ils ont besoin d'une prise en charge hors des établissements et pas toujours effectivement dans le cadre d'une HAD. Alors, j'ai pas entendu. Je vous laisse peut-être développer un peu sur le réseau Oncodiète. Alors, il y a le réseau Oncodiète avec qui on travaille, en fait, qui sont donc des diététiciennes libérales qui ont été, pour le secteur, qui ont été formées dans l'institut, dans l'établissement, et qui nous permettent d'avoir, en fait, des diététiciennes dans le secteur, déjà à proximité, avec une proximité géographique plus des patients, puisque, en fait, nous, on dessert un assez grand bassin et on ne peut pas forcément travailler… pas forcément se déplacer. Donc, ça peut être déjà un premier aussi relais, en fait, soit pour suivre surveillance pondérale, pour le premier, tout ce qui est complémentation ou autre. Après, c'est vrai que peut-être dans un second temps, il y a besoin, en fait, après, il y aurait besoin, en fait, d'avoir, quand il y aura besoin d'avoir une nutrition artificielle, peut-être qu'il faut travailler spécifiquement en milieu hospitalier, en fait, dans ce cas. Il demande s'il y a un lien, du coup, pour contacter le réseau Oncodiète. Alors oui. Nous, en l'occurrence, il est sur l'annuaire d'ailleurs et sur le site de l'établissement. Il est disponible, en fait. Et sur Onco-Occitanie aussi, non? Voilà, donc il y a l'annuaire détaillé de toutes les diététiciennes qui participent, en fait, à ce réseau. Il y a 2 questions. Au-delà des diététiciennes, juste une remarque. J'ai mis un lien accessible aussi pour tout le monde sur le réseau NACRE, sur les plans personnalisés de soins, des recommandations. C'est 10 diapositives qui résument les prises en charge dans chaque cas de figure. Et donc, ça permet comme ça aux médecins de savoir grosso modo déjà au départ qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer et comme ça de faire un adressage plus ciblé. Il y a peut-être deux questions encore auxquelles on va essayer de répondre rapidement. Alors, il y a une question qui dit est-ce qu'on peut considérer que la dépression, alors pardon, je l'ai perdu, mais comme je disais, c'est que la dépression pourrait constituer une situation d'agression, je crois que c'est ça, voilà, rentrant en fait comme un critère lors du dépistage de la dénutrition. C'est une question facile.
Alors, j'entends très mal en fait. Mais donc, est-ce que la dépression pourrait rentrer comme critère d'agression, c'est ça? Voilà. Alors, la dépression pourra agir en tout cas avec une diminution des apports alimentaires et donc indirectement va agir en fait. C'est pour ça aussi à la fin, je parlais en fait de prise en charge, participation de tous les acteurs, même le psychosocial, psychologique ou psychiatrique. Des fois, la mise en place d'un traitement antidépresseur aide à. Alors, elle ne suffit pas forcément, mais va aider en tout cas à reprendre un peu et après, elle n'est pas directement parmi les critères, mais indirectement, je pense que ça participe, oui. Après, il y a une question. Dans les protocoles d'annonce de pathologie cancéreuse, la nutrition apparaît comme soin de support. Ne serait-il pas judicieux de modifier ça? Je ne crois pas comprendre la question. Peut-être Bérénice, une autre lecture, mais… Dans le protocole d'annonce de pathologie. En fait, la définition des soins de support est assez claire par l'INCa. Oui. La nutrition en fait partie, comme les 11 soins de support que sont l'algo, la psychologie, ça fait partie de la prise en charge. Voilà. Et nous savons tous, comme c'est absolument nécessaire, que ça puisse effectivement être évalué, cette dénutrition, éventuellement dès l'annonce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette question, on voit bien la problématique, c'est que dans les premières études qui étaient faites en soins de support, on n'avait pas intégré la nutrition. Et il y a des études qui ont été pénalisées, qui sont négatives à cause de ça, justement. Et donc la nutrition qui est très précoce doit au contraire intégrer les soins de support très précocement, et c'est une avancée importante. La personne qui a posé la question reprécise, le soin de support est perçu comme non indispensable. Alors ça, je m'insurge. Alors pour le coup là, maintenant… Ouais. C'est une obligation. Ça, c'est vraiment. Alors, ça n'est pas que ce soit perçu quelquefois par certaines personnes dans l'établissement, par certaines directions comme non indispensable. Malheureusement, c'est une réalité. Mais il n'empêche que pour les établissements qui sont autorisés à exercer en cancérologie, le soin de support est une obligation réglementaire. J'insiste vraiment là-dessus. Ça ne peut pas être considéré comme non indispensable. C'est obligatoire et ça fait partie de la réglementation. Le dernier essai randomisé publié sur JCO sur les soins de support précoces dans les cancers œsogastriques métastatiques montre qu'avec du soin de support randomisé, on gagne 4 mois de survie versus soin de support. Donc, méfiez-vous dans les informations que vous avez. J'entends du soin de support organisé, c'est-à-dire tous les soins de support, des 11 soins de support, quand vous les faites précocement et de façon très active, vous améliorez la survie de vos malades. Et peut-être… Pardon, Pierre, je laisse. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste peut-être, et c'est la dernière question, on va arrêter là-dessus, on nous pose la question du remboursement éventuel, enfin en tout cas de la prise en charge à 100% du remboursement, de la consultation des patients auprès des diététiciennes du réseau Oncodiète. Non. Par contre, ces diététiciennes ont l'obligation, effectivement, d'avoir un tarif maximal limité. Je crois que c'est 40 € pour la première consultation et 30 € après pour les surveillances. Voilà. Donc, c'est un tarif qu'elles ne peuvent pas dépasser. Et elles peuvent prendre des nutritions et prise de poids. Enfin, il y a les deux versants qui sont pris en charge par le réseau Oncodiète. D'accord. Il y a peut-être aussi, juste, je me permets de rebondir là-dessus, mais il y a le projet aujourd'hui qui est en train de se mettre en place de parcours de soins après cancer qui va donner accès à 3 soins de support dont la nutrition fait partie, notamment pour de l'évaluation des patients. Donc, ça va arriver en fin de prise en charge. L'ARS travaille actuellement sur un annuaire des structures qui vont être en capacité d'orienter vers les diététiciens qui pourront prendre ces patients en charge dans l'après-cancer. Ça sera sur 1 an dans l'après-traitement, sur 1 an en fin de traitement. Tout ça n'est pas encore mis en place, mais ça va arriver. Donc, il va y avoir quand même une prise en charge, y compris de la nutrition en ville, qui devrait arriver dans les semaines qui viennent. Très bien, merci Eric. Alors, il y avait d'autres questions, mais toutes sont intéressantes et je crois qu'il faut quand même maintenant qu'on laisse la parole au docteur Pierre Sénès qui va traiter de la thématique surpoids et obésité, indicateurs de bon ou de mauvais pronostic. Il me tarde d'écouter ta présentation. À toi, Pierre. Pierre, ton micro est coupé.
Et là, ton micro est toujours coupé. Entendez, c'est bon. Et oui, c'est bon. En plein écran, ça va? Non, pas plein écran. Ah, alors ici, est-ce que c'est mieux? Non. Non, c'était celui d'à côté qu'il fallait le même faire. problème que tout à l'heure. Oui, j'ai essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, attends 2 secondes, je vais mettre celui d'à côté. Il est où, là? Ici. Là. Voilà. C'est bon, vous l'avez en plein écran? Parfait. Donc, surpoids, obésité, indicateur de bon mauvais pronostic, c'est une notion un peu plus récente que je voulais partager avec vous, en fait. 2 secondes, je mets mes 15 minutes de temps de parole. Ici, vous avez une étude qu'on a faite, c'était nos organisations. Vous avez une question tout à l'heure d'une personne qui disait est-ce qu'il y a des services pris en charge de la nutrition en oncologie? Oui, il y a des unités pour tenter que chacun ait développé ça dans son équipe. À Val d'Orel, on a développé ça depuis quelques années maintenant, depuis 2008, et on a publié nos organisations en 2017. Ça prend un peu de temps pour expliquer comment vous pouvez le développer. Cet article est didactique et il sert à chacun pour développer des unités qu'il souhaiterait. Ça nous a donné aussi quelques chiffres, balance de la dénutrition, et vous avez là, sur 3078 patients sur 3 ans, aujourd'hui on est à 11 000 et quelques patients évalués. On a ici le pourcentage de dénutrition que l'on voit selon l'état des malades, je dirais. Donc vous voyez qu'un patient de plus de 70 ans a plus de 50% de dénutrition selon la perte de poids et les critères actuels, qu'un patient avec métastase a 44% de dénutrition et qu'un patient obèse ou en surpoids peut quand même avoir 25% de dénutrition. Ça veut dire qu'un patient obèse ou en surpoids sur 4 aura des critères de dénutrition, quels qu'ils soient, ces critères de dénutrition. Et donc, c'est une notion qui est importante à avoir parce qu'évidemment, ça va impacter la prise en charge directement, du moins pas comme on le souhaiterait aujourd'hui, mais ça va l'impacter. On est un peu dans les perspectives là. Le GLIM, je n'y reviens pas dessus, Nafissa vous l'a présenté, très bien présenté. C'est la notion de perte de poids et de diminution de masse musculaire. Je crois que c'est des choses importantes dans l'obésité. Voilà ici un article qui a été publié en 2015, qui est important, qui fait partie des recommandations aujourd'hui internationales du GLIM et de l'ESPEN, des recommandations européennes, qui a été publié avec les Canadiens. C'était le fait de le lien un peu qu'il y a entre IMC et perte de poids. C'est un article qui regroupe plus de 8 000 patients. On avait 10 000 patients dans l'article parce qu'il y a une cohorte de validation des données. Et donc, vous avez ici, ce sont 2 variables continues qui sont analysées. Vous avez l'index de masse corporelle en haut, en horizontal, et en vertical, la perte de poids. Dans chaque case, vous avez le nombre de patients par case. C'est une cohorte de patients. Hein. Et donc, vous avez dans le tableau à côté le B. Vous avez ici la durée, dans chaque case, la durée en mois de survie. Et donc, vous pouvez regarder facilement qu'un patient qui a une IMC qui est supérieure à 28 et qui n'a pas perdu de poids a une survie d'environ 21,5 mois dans cette cohorte. Et à l'opposé, un patient qui a une IMC inférieure à 20 et qui a plus de 15% de perte du poids a une survie à stade égal de 4,1 mois. Donc là, on a là une notion importante de finalement 2 notions indépendantes l'une de l'autre, mais qui amènent des informations complémentaires. Quand on le regarde en colonne, c'est encore plus intéressant, ou en ligne. Un patient en surpoids qui n'a pas perdu de poids à 21 mois de survie, s'il a perdu plus de 15% de poids, il a 3 fois moins de durée de survie. En ligne, ça marche aussi. Vous avez un groupe de patients qui n'ont pas perdu de poids, ils ont un IMC élevé, ils auront une meilleure survie qu'un IMC faible. Donc, immédiatement, on voit que le poids est une notion plutôt protectrice. Et on sait aujourd'hui que dans les périodes de stress, c'est une réserve d'énergie. Le réservoir énergétique du corps, il est là. Il est dans la graisse. Ce n'est pas le sucre. Le sucre, il y a 24 heures de réserve dans le corps de sucre. Le sucre, il n'y a rien. Donc, la glycémie, pourtant, elle est maintenue. Et donc, ce qui maintient l'ensemble, c'est quand vous maigrissez, vous perdez du muscle, mais ce qui fait derrière la récupération, la capacité du corps à se contrôler, c'est la capacité qu'il a de piocher dans son gras pour aller chercher les ressources nécessaires. Et donc, évidemment, on peut le regarder par sous-groupe, c'est toujours amusant. Donc, ici, on a fait des grades de survie, 0, 1, 2, 3, 4, pour avoir des notions de temps. Et donc, si vous les mettez par groupe, ça marche aussi. Si vous faites les cancers œsogastriques ici en A, à gauche, ou les cancers de la tête et du cou, ben vous avez des survies différentes selon que vous avez un grade de 0, c'est-à-dire sans perte de poids et plutôt fort, pour ne pas dire obèse, disons en surpoids, versus des gens qui ont maigri et qui n'ont pas de réserve en graisse. Et les survies sont très différentes, hein, chaque fois. Hein, à 2 ans, vous voyez les différences de survie. C'est très significatif. Évidemment, avec cette obésité, va la notion de raréfaction musculaire. Il y a eu un mélange, j'ai l'impression. Je voudrais ici vous donner mon opinion et mon avis, qui vaut ce qu'il vaut, mais je pense que quand même on a des arguments pour aller dans ce sens. C'est la notion de sarcopénie, de raréfaction musculaire, sont 2 notions différentes. Nafissa l'a bien décrit.
La sarcopénie, c'est une notion qui intègre et la force et la raréfaction musculaire. La notion de raréfaction musculaire pure, c'est une quantité de muscle, ce n'est rien d'autre. Et la quantité de muscles, c'est là-dessus que les Canadiens ont publié, et c'est là-dessus que le monde entier publie, avec des titres qui sont non pas menteurs, mais survendeurs par méconnaissance du terme de sarcopénie. Et les gériatres doivent un peu s'arracher les cheveux, parce que dans tous les papiers, il y a écrit sarcopénie, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout de la sarcopénie. Ils ne font pas du tout de la force musculaire, ils font de la raréfaction musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils calculent un volume de distribution des médicaments. C'est ça, en fait. C'est le médicament hydrophile ou le médicament lipophile. Et le volume de distribution, il est lié à la quantité de muscles. Moins vous avez de muscles, plus votre produit va être potentiellement toxique dans votre corps. Et ceci va être d'autant plus vrai que vous êtes obèse ou en surpoids parce que vos drogues calculées à la surface corporelle, en particulier en chimiothérapie, vont être surdosées. Et si votre volume de distribution n'est pas le même parce que vous avez en plus une raréfaction musculaire, vous prenez plus de toxicité. C'est ce qu'on voit dans ce type de papier. Et vous en avez pléthore aujourd'hui, il y en a plein dans la littérature. Nous-mêmes, on a publié là-dessus avec les Canadiens. Donc là, c'est une étude qui est faite par les Canadiens et l'équipe d'Edmonton. C'était, comment elle s'appelle, Carla Prado, qui est pratique au Brésil maintenant, qui a publié ça. Ah oui, il y a son nom qui est là d'ailleurs. C'était les tumeurs respiratoires du poumon et des gastro-intestinaux. C'était des patients qui avaient été inclus dans des protocoles. Ils les ont repris rétrospectivement. Ils ont regardé ce qu'il y avait des IMC supérieurs à 30. Ils ont calculé la sarcopénie, la raréfaction musculaire en fait par le scanner. Et ils ont regardé la survie de ceux à qui il y avait de la raréfaction musculaire et de ceux qui n'en avaient pas. Et la survie est très significativement différente. Et en fait, les gens prennent plus de toxicité dans le groupe raréfaction. Comme ils prennent plus de tox, ils ont moins de chimio. Au final, ils ont une moins bonne survie. Et donc ça, on le retrouve dans pléthore de papiers. Ce n'est pas exhaustif, bien évidemment. Cette diapositive, elle date un peu maintenant. Et il n'y a malheureusement qu'une seule étude en survie qui a été faite et qui est publiée par MIR, qui est une équipe française d'ailleurs, chez François Goldwasser à Paris. Il a quitté François maintenant, mais il a publié la pharmacocinétique d'une étude, d'une seule, et qui montre qu'avec la raréfaction musculaire, on a un surdosage de produits dans le sang. Si on veut aller un petit peu plus loin maintenant, il va falloir avoir des études. Alors, c'est bien de dire ça, hein, c'est bien de dire qu'il y a de la raréfaction musculaire. Mais on en fait quoi aujourd'hui? Personne n'en tient compte. Le seul qui en tient compte et qui publie un peu là-dessus, c'est François Goldwasser. Quand vous regardez les études sur l'immunothérapie, je pense que les oncologues devraient s'en informer parce que l'immunothérapie, c'est finalement, on stimule l'organisme pour qu'il soit en capacité de répondre. Et à un moment donné, soit vous avez des surdosages, soit vous êtes en incapacité de répondre, soit par perte de poids, soit parce qu'il y a un problème de métabolisme, un problème de raréfaction musculaire. Tout rentre en ligne de compte là-dedans. Et il y a des papiers qui commencent à devenir vraiment très importants. Alors, pour aller un petit peu plus loin, voilà un essai qui est en cours, qui se terminera cette année, qu'on a monté avec Eric Assena, mon collègue professeur en cancérologie et en gastroentérologie au CHU, avec qui on travaille étroitement. On avait publié avec les Canadiens cet essai-là, l'essai qui est ici, qui est du Folfox ici, avec le colon. C'est un travail rétrospectif qu'on a fait avec les Canadiens et qui montre qu'en fait, lorsqu'on a de la raréfaction musculaire, on a beaucoup de neurotoxicité et on a trouvé un effet seuil à 3,09 mg d'éloxatine par kilo de masse maigre. Et donc, on a eu l'idée de monter un essai randomisé national, multicentrique, avec la Fédération française francophone de cancérologie digestive. Et donc, l'idée, c'est dans les cancers colorectaux non métastatiques adjuvants avec une chimiothérapie adjuvante, eh bien, en fait, on calcule d'emblée dans l'essai par scanner, on nous envoie les scanners sur l'ICM. Les radiologues de l'ICM font le surfaçage, calculent la masse musculaire du patient, calculent donc la dose reçue d'éloxatine. Si la dose reçue est de moins de 3,09, on sait qu'a priori, ils n'auront pas de toxicité, ces patients. Ils reçoivent leur dose à la surface corporelle. Par contre, dès que le calcul montre que la dose reçue va être supérieure à 3,09, alors on randomise le groupe avec un groupe qui reçoit le calcul à la surface corporelle versus le groupe expérimental avec un calcul de dosage normalisé au kilo de masse maigre. Ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on n'a plus un calcul à la surface corporelle, on a un calcul de dose à la masse musculaire. C'est plus du tout pareil. On adapte la chimio au kilo de masse maigre. Si la chimio est hydrophile, bien sûr. Si la chimio est lipophile, ça n'a évidemment pas de sens. Il faudra l'adapter au kilo de masse grasse. Donc voilà le type de calcul que l'on obtient. C'est le surfaçage. Et vous avez ici, bon, c'est écrit petit, je ne vois pas très bien, j'espère que vous voyez mieux que moi. Mais vous avez ici, on rentre le poids, la taille et le sexe du patient. Et évidemment, on a mis une machine, un truc automatique derrière qui calcule avec le surfaçage. Vous avez la surface de masse maigre. Et derrière, vous avez la surface corporelle,
la masse maigre en calcul au total, et puis les doses calculées à la surface corporelle des loxatines et la dose calculée des loxatines au kilo de masse maigre. Voilà. Et après, c'est validé. Ici, c'est RT, c'est Raphaël Tétrault, notre radiologue qui centralise et qui dit. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'obésité et le cancer. Je suis même un peu plus court, c'est bien parce qu'on a le temps de discuter, il y a beaucoup de questions. Ça me semble des notions vraiment très importantes parce que je crois que beaucoup à ces résultats, on a inclus 300 malades à inclure, le Covid nous a fait perdre 1 an, sinon on aurait fini 1 an déjà. Mais on finit les inclusions là cette année. Et sachez que dans cet essai, pour vous donner la différence qu'il y a de notion entre sarcopénie et raréfaction musculaire, on a à l'entrée, alors que c'est des patients qui ont 60 ans de moyenne d'âge à peu près, qui n'ont pas de métastase, qui sont en bon état général, qui n'ont pas de dénutrition a priori majeure, eh bien, il y a 30% des gens qui ont une raréfaction musculaire selon les ABAC. En fait, vous voyez qu'on a mélangé là-dedans la notion de volume de distribution des médicaments et la notion de réel fonctionnement musculaire qui n'a vraiment rien à voir. Et cette raréfaction musculaire, on peut aller au-delà du cancer. Hein. Il faut aller au-delà. Je pense que ça va jouer pour l'interféron, ça va jouer pour les Mickey, ça joue dans toutes les pathologies. Vous allez retrouver des surdosages médicamenteux pour un volume de distribution qui n'est pas le même, en fait. Voilà mon hypothèse. Je pense que ça va bien au-delà du cancer, évidemment. Je voudrais terminer par cette diapositive avant de conclure, et on aura un peu de temps pour discuter, pour dire que le surpoids et l'obésité, ce n'est pas que dans la dénutrition. C'est aussi dans des cancers hormonodépendants, et notamment le cancer du sein. Et qu'en l'occurrence, là pour le coup, l'obésité et le surpoids seraient plutôt délétères, parce que les adipocytes sont source d'œstrogènes, eux-mêmes contre lesquels on lutte pour éviter d'avoir des récidives ou des seconds cancers. De telle sorte que si vous avez un cancer du sein, que vous êtes en surpoids ou obèse, eh bien vous augmentez très significativement votre risque de second cancer ou de récidive de maladie. Et là, pour le coup, il faut essayer d'éviter de prendre du poids. Or, les médicaments que l'on met ont tendance à favoriser la prise de poids. C'est de l'hormonothérapie, ça fait notamment des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, qui amènent à moins bien bouger. On sort en plus d'une phase de déconditionnement. La radiochimio, très souvent, amène à un déconditionnement important musculaire. On l'a vu avec Nafissa qui a fait la présentation après. Et du coup, là, il est vraiment très important de proposer dans cette phase, qui n'est pas pour moi l'après-cancer, mais ce n'est pas que pour moi, c'est les patients qui le disent. Ils disent aujourd'hui que c'est la phase de rétablissement. Cette phase qui va durer 1 an, 2 ans, quelquefois rien du tout, quelquefois plus de 2 ans. Cette phase de rétablissement qui n'est pas l'après-cancer, qui est une phase intense dans laquelle justement le réseau des diététiciens est formé en ville pour prendre en charge ce type de personnes avec l'activité physique. Et on conseille, et c'est les recommandations que vous avez sur le plan personnalisé de soins, le numéro 10 des recommandations françaises, mais qui existent dans toutes les recommandations de cancérologie aujourd'hui. On vous dit que lorsqu'il y a un IMC supérieur à 25, il faut un conseil diététique personnalisé pour éviter toute prise de poids supplémentaire sur un programme de réduction pondérale. Ça, c'est adapté au cas par cas, bien sûr. Adapter l'alimentation thérapeutique, le terme de régime est aboli maintenant, c'est alimentation thérapeutique, et surtout augmenter l'activité physique. Ça va avec, hein. Ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est un rééquilibrage de l'alimentation avec un équilibre nutritionnel déjà, de l'activité physique intégrée, lutter contre la sédentarité. Et après, eh bien, on essaie de maintenir ce poids et permettre de réduire ces douleurs musculaires et les difficultés que l'on rencontre. Je conclurai sur cette diapositive en disant que, comme vous avez pu le voir, c'est un sujet qui est ouvert au débat et qui n'est pas si simple en fait. On pourrait croire que c'est aisé de conclure, on se rend compte qu'on a en fait différents volets. Le premier, c'est que le surpoids et l'obésité, naturellement, sont protecteurs pendant la maladie. C'est la réserve d'énergie. Cependant, si le thérapeute ne tient pas compte de l'état musculaire sous-jacent et de la raréfaction musculaire potentielle, et pour l'instant, je dois dire qu'on n'en tient pas beaucoup compte, malgré les publications qui commencent à arriver, et j'espère que les arrivées des essais vont nous aider, eh bien à ce moment-là, il faudra quand même recalculer les doses. Sauf que certains médecins commencent à en prendre compte. J'ai trouvé un texte sur Internet datant de 2019 qui est une lettre régionale des Hauts-de-France, dans lequel j'ai trouvé ce texte. La raréfaction musculaire est un facteur de toxicité au traitement par surdosage. Et un anesthésiste disait, l'obèse perd du muscle et non de la graisse. Et c'est vrai que quand on fait des alimentations thérapeutiques, à chaque fois on perd du muscle, et quand on reprend du poids, on reprend que de la graisse, sauf si on la transforme nous-mêmes. Ça prend du temps de transformer de la graisse en muscle. Ça ne se fait pas en un mois. On peut prévenir la perte de muscle. Pour la regagner, il faut plusieurs années pour la regagner. Et pour les médicaments hydrophiles, je vous cite ce qu'il dit. Pour les médicaments hydrophiles, il est nécessaire d'adapter les doses par rapport à la masse maigre ou le poids ajusté. Pour les médicaments lipophiles, l'adaptation se fera en fonction du poids réel,
d'où augmentation de la posologie dose standard. C'est intéressant, ça vient un peu amener du grain à moudre à notre propos aujourd'hui. Et puis je terminerai en disant que le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque de récidive ou de second cancer pour les cancers hormonodépendants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Nathalie, juste, je passe un tout petit message très rapide. Vous avez tous dans le chat, dans la discussion, le lien pour répondre au questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez le faire là pendant les questions-réponses, ça serait super. Merci à tous. Et je vous passe la main, pardon, d'être intervenu pour les questions. Alors, il y avait 2 questions. Alors, une, pardon, j'ai fait une erreur. J'ai mis répondre en direct alors que j'aurais voulu taper la réponse pour ne pas y revenir. Donc, je redis que oui, le soin de support est une obligation. Voilà. Donc, c'est une obligation réglementaire. Voilà, je ne développe pas plus. La première question était, faudrait-il réévaluer le protocole de chimiothérapie en cours de traitement en cas de perte de poids et de sarcopénie? Ah oui. Alors, oui. J'ai le micro, vous m'entendez? Oui. Oui. Pour moi, ça me paraît très clairement évident. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, alors ça arrive surtout pour les thérapies orales en fait. Évidemment qu'il faut réévaluer le patient à chaque fois et réévaluer le patient, si possible, anticiper la perte de poids. Ça, c'est la première chose. Vous l'avez compris sur les 2 topos, à mon avis, la perte de poids, elle est omniprésente. Très souvent, ce qui se passe, pour l'exemple de la chimiothérapie, c'est vous avez un patient qui a la chimiothérapie, il réduit un peu son alimentation pour mieux passer sa chimio. Ce n'est pas très gênant, c'est normal, mais c'est cohérent. Ce n'est pas du jeûne. On n'est pas dans le jeûne qui n'est pas contre-indiqué, qui n'est pas à recommander. On est dans, je m'adapte un peu à ma capacité, j'écoute mon corps. J'ai des nausées, j'écoute mon corps. Mais après, par contre, eh bien, chaque fois que le patient va arrêter pendant 5, 6 jours, 7 jours, il ne récupère pas cette énergie manquante et à la longue, il perd progressivement du poids, perd du muscle et prend de plus en plus de toxicité. Si vous anticipez sur les ingestats en faisant attention juste avec une réglette, juste en disant au patient combien vous mangez, s'il réduit sa quantité d'aliments, vous savez qu'il va maigrir. Il faut le prendre en charge très très tôt, avant même qu'il perde du poids, il faut lui donner des conseils d'enrichissement de l'alimentation au moment où il peut manger. Et après, ça, je le vois régulièrement sur les immunothérapies ou les thérapies orales à la maison. Ce qu'on a, c'est qu'on a des patients, effectivement, qui perdent du poids et du muscle. Et à un moment donné, et d'ailleurs, c'est amusant, tout d'un coup, 1 ou 2 ans après, vous avez l'oncologue qui dit je ne comprends pas pourquoi ce patient présente une toxicité maintenant, alors qu'il avait bien toléré son XMAB, la thérapie MAB ou ce que vous voulez, qu'il avait bien toléré il y a 2 ans, et maintenant que nous la reprenons, il ne la tolère pas. Et en fait, quand vous reprenez les clichés radiologiques, vous voyez les muscles qui diminuent, et quand vous voyez le poids, vous voyez le poids qui diminue. Et donc, effectivement, vous répondez, c'est assez simple. Si tu veux reprendre ton traitement, il va falloir à un moment donné redonner du poids, augmenter le métabolisme énergétique, dépasser la dépense énergétique pour gagner. Alors, juste, avant de poursuivre sur les questions, moi, je voudrais faire une petite remarque en tant qu'oncologue et du coup demander un petit peu quelle est la solution. C'est que les variations de perte de poids, on les surveille quand même. Effectivement, je parle en termes de chimiothérapie. On vérifie bien qu'il n'y a pas de perte de poids à chaque cycle. Il n'empêche que chez les gens qui sont en surpoids, voire obèses, on avait jusqu'à présent une attitude, je vais dire, alors pour les médicaments hydrophiles, une attitude en fait qui consistait à dire on sait très bien qu'on va les surdoser si on leur met le poids réel. Donc en fait, on décidait de façon arbitraire d'utiliser le poids théorique. Voilà. Oui, alors c'était déjà mieux que de garder le poids, mais du coup la question c'est si on doit se fier à la masse musculaire. Ça veut dire qu'il faut qu'on remplace nos bascules habituelles pour aller mettre des impédensmétries dans chaque service, c'est ça? Alors à terme ce sera ça. Je pense qu'à terme, voilà. Il y a 25% des gens obèses qui vont avoir, à mon avis, une raréfaction musculaire ou de la dénutrition, quelle qu'elle soit, je dirais. Et donc, là-dedans, tous ne sont pas concernés, tu vois. Donc, c'est bien de faire le calcul au poids pondéré, je dirais actuel, comme vous le faites, ça me paraît bien standardisé. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations parce que les essais manquent. Mais quand l'étude va arriver sur l'oxatine, si c'est positif, ça va amener à une révolution parce que ça va amener à une réflexion différente, disons. Mais les études publiées, il faut regarder les publications de François Golvasseur sur l'immunothérapie, c'est vraiment intéressant. On voit déjà sur les immunothérapies que ça change et qu'on est contraint de temps en temps de faire des dosages. Je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais quand il y a une toxine habituelle, ça vaut le coup de faire un dosage du produit. Le problème des immunothérapies, Pierre, c'est qu'elles ne sont pas toutes prescrites en fonction de la surface corporelle. Tu as des doses totales. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, le poids n'intervient pas. C'est, je dis n'importe quoi, 400 ou 200 mg dose totale. Donc, en réalité, que le patient perde ou pas du poids, ça ne modifiera pas la dose qui est prescrite. Donc, mais ça, le muscle, oui.
Pardon? Mais le muscle, oui, j'imagine. Oui, mais voilà, donc ça fait partie des choses qu'il va falloir effectivement rentrer dans nos données. Peut-être Bérénice. Ça va venir, ça va venir. Peut-être Bérénice, je vous laisse prendre le relais sur les questions. Au niveau des questions, on a une question de M. Lopez Rodolphe. Donc, la graisse n'est-elle pas aussi un lieu de stockage des facteurs de croissance, pas forcément que lieu de synthèse d'œstrogènes dont la cellule cancéreuse raffole? Pierre, je ne sais pas. Alors, Vas-y, réponds. Ouais, vas-y, réponds, Pierre, je compléterai si besoin, mais vas-y. Ouais, moi, je n'ai pas obligatoirement une bonne réponse. Vas-y, réponds d'abord. Non, c'est-à-dire que je crois qu'il y a effectivement dans les adipocytes, on le sait, des facteurs inflammatoires. Il y a des facteurs pro-cancérigènes, mais il n'y a pas que ça. Et après, je ne voudrais pas quand on dit, que c'est le lieu de synthèse des œstrogènes, je pense qu'on ne peut pas dire tout à fait les choses de façon aussi simplifiée. C'est un lieu de transformation, en particulier chez les femmes ménopausées. Si on se met dans le cas du cancer du sein, en particulier hormonodépendant, chez les femmes ménopausées, il n'y a plus d'œstrogènes sécrétés par les ovaires qui ne sont pas fonctionnels. Et donc, effectivement, c'est la testostérone, parce qu'on en a, on est tous des yels, a priori. Donc, c'est la testostérone sécrétée par les surrénales qui va être transformée au niveau du tissu graisseux où il y a en fait des enzymes qui s'appellent les aromatases. Et ces aromatases vont transformer la testostérone en œstrogène. Voilà. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que dans les traitements anti-hormonaux, on va donner des anti-aromatases. Donc, ce n'est pas un lieu de synthèse, c'est un lieu de transformation de la testostérone en œstrogène. Voilà. Et après, il y a effectivement des facteurs à l'intérieur de la graisse, il y a sécrétion d'adipokines. Enfin, certaines vont être, on va dire, vont plutôt accélérer la prolifération, d'autres vont être des facteurs antitumoraux. Donc, effectivement, je vous laisse peut-être vous rapporter à un schéma qui est intéressant sur l'AFSOS a sorti un schéma sur l'intérêt de l'activité physique adaptée et les modifications du métabolisme qu'elle pouvait induire au niveau de la cellule, avec une explication vraiment intéressante là-dessus sur l'augmentation de tous les facteurs, en fait, sous l'influence de l'activité physique adaptée, l'augmentation de tous les facteurs au niveau du tissu graisseux, de tous les facteurs antitumoraux, et au contraire, le blocage de tous les facteurs qui vont être procarcinogènes. Je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans le détail de la réponse. Pierre, tu veux compléter, Pierre? Bon, tu as fait une réponse parfaite. Hein. Moi, je rajouterais beaucoup de bémols pour l'activité physique parce que je pense que c'est un item. Ça rejoint un peu les réflexions sur l'épidémiologie et l'alimentation et l'activité physique en épidémiologie. C'est-à-dire que l'important, ça va être l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas un item qui va changer quelque chose. Ce n'est pas un aliment, ce n'est pas une activité physique, ce n'est pas de la grenade, ce n'est pas des noisettes qui vont changer quelque chose dans l'alimentation ou dans ce qu'on fera. C'est un comportement global. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez permettre à votre corps d'accéder à l'ensemble des nutriments dont il a besoin, avec un équilibre nutritionnel, en réduisant les toxines potentielles à droite à gauche, un peu partout, aussi bien dans les produits industriels prêts à l'emploi que dans les sucres, que je parle pour l'alimentation après le cancer, bien sûr. Hein. Attendons-nous bien, là, nous sommes après la maladie. On rejoint un peu l'épidémiologie, comme l'activité physique va être importante à ce moment-là. Voilà. Pendant la maladie, c'est un peu différent. Au moment où on a le cancer qui est en place, là, vraiment, je crois que nous, ce qui va être important, c'est la calorie. Le reste, quantitativement, soit le corps, soit vous nourrissez le corps pour qu'il puisse lutter contre, soit si vous ne le nourrissez pas, la tumeur va se servir sur le corps quoi qu'il arrive. Et donc, on a fait un travail avec un PET scan et le métabolisme sur l'apport en sucre, par exemple. En fait, le métabolisme tumoral, il est autonome, mais ça ne change rien, qu'on mette du sucre ou pas. La glycémie est stable et tout. Et la tumeur prend là où il y a l'énergie. Point. Voilà. Tout à fait. Je partage vraiment tout à fait. Et c'est vraiment le discours, quelquefois qui peut paraître un peu simpliste, mais nous, on tient effectivement. Enfin, la maladie est maligne et de toute façon, elle détournera d'autres cycles cellulaires pour s'alimenter. Donc, le jeûne ne peut en aucun cas être une réponse à tout ça. Est-ce qu'il y avait encore des questions, Bérénice? Non, après, je pense qu'on a répondu indirectement à des questions qui avaient été posées. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que tout le monde a été satisfait de ce webinaire et a pu avoir les réponses à ces questions. Et voilà. Et que le thème a été
bien, voilà, que tout le monde est satisfait. Alors en tout cas, dans le timing, oui. Il est 14h02 et on va donc à nouveau remercier les intervenants pour leurs présentations qui ont été très enrichissantes et qui ont vraiment, à mon avis, relancé des débats. C'est très intéressant. Pierre, on est tout à fait dans l'attente du résultat de l'étude. Merci à Onco-Occitanie pour l'organisation de ces jeudis et puis pour toute l'intendance. Et puis merci à tous les participants parce que vous étiez nombreux, 63 encore présents à 14h et puis avec beaucoup de questions. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous les intervenants, modérateurs et à toute l'équipe d'Onco-Occitanie. Et puis dans un mois pour le prochain jeudi des soins de support. Merci beaucoup pour vos interventions. À bientôt. Au revoir. Au revoir.